Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La Côte d'Ivoire commémore un triste anniversaire, le décès de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, disparu il y a un an jour pour jour. Les témoignages de ses proches collaborateurs se multiplient en son honneur. Le Soudan du Sud fêtera ses 10 ans d'indépendance ce vendredi 9 juillet, mais une décennie après avoir acquis l'indépendance, le bilan de la plus jeune nation du monde est en demi-teinte. Le pays est confronté à de multiples crises. Et la Guinée fait un pas de plus vers la rouverture de sa frontière avec le Sénégal, fermée depuis 9 mois officiellement pour des raisons sécuritaires. Un accord de coopération militaire a été ratifié le 4 juillet par l'Assemblée nationale guinéenne. Mais tout d'abord, au Sénégal, les députés ont été convoqués le 5 juillet pour examiner le projet de loi portant code électoral. Après l'adoption du texte en Conseil des ministres, le projet doit être présenté ce jeudi par le ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale. Plusieurs points de désaccord persistent. Ce projet de loi doit être promulgué avant le 23 juillet, d'après les délais prévus par la CEDEAO. En perspective, les élections locales, plusieurs fois reportées et finalement fixées au 23 janvier 2022. 8 juillet 2020, 8 juillet 2021, cela fait un an jour pour jour que l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est décédé des suites d'un malaise cardiaque. À l'occasion de l'anniversaire de sa disparition, ses plus proches collaborateurs se sont livrés à une série de témoignages. Le point sur cette commémoration avec Ange Doménio. 8 juillet 2020, Abidjan. C'est à cette date que la Côte d'Ivoire a perdu un de ses plus grands serviteurs, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un an après sa disparition, ses plus proches collaborateurs commémorent son parcours politique et sa vie à travers plusieurs initiatives. Mais Amadou Gon Coulibaly a laissé un vide au niveau donc de l'échiquier politique ivoirien. C'était un homme politique important qui a eu un long parcours politique, qui a eu à occuper les plus hautes responsabilités dans notre pays. Alors, ce que je peux dire, c'est que la première des choses qui m'a frappé, c'est l'intelligence d'Amadou Gon Coulibaly, qui, avec cet esprit de synthèse, sa capacité donc à rentrer dans les dossiers, à connaître les dossiers, mes collègues pourront vous dire, Amadou Gon Coulibaly, c'est cette capacité à aborder tous les sujets sectoriels de tous les ministères, comme s'il en était spécialiste. Je parle des différents domaines, et ça marque plus d'un. Intelligence, maîtrise des sujets, rigueur dans le travail sont une série de qualités qui lui sont décernées. L'ancien Premier ministre était aussi à la base de plusieurs projets de société qui ont eu des impacts positifs sur le quotidien des Ivoiriens. Mais il nous a permis d'avoir des progrès sur tous les plans. Vous prenez le programme social du gouvernement chiffré à près de 1000 milliards de francs CFA, a été un élément fort. Jamais dans l'histoire de notre pays, un projet aussi ambitieux n'a été mis en œuvre en faveur des populations avec des résultats probants. Quand vous regardez un peu le bilan donc, du programme social du gouvernement, que ce soit en termes d'électricité pour les populations, avec le niveau d'électrification qui a évolué ces 2-3 dernières années, que ce soit au niveau donc, de l'adduction en eau potable, que ce soit au niveau donc, même des jeunes, avec tout ce que nous avons pu mobiliser comme opportunité pour les jeunes, que ce soit donc pour les femmes, dans tous les secteurs d'activité, ce programme social du gouvernement conçu par Amadou Gon Coulibaly, à la tête d'une équipe qui était solidaire, soudée derrière lui, a permis donc de faire un bond en avant. L'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, désigné candidat à l'élection présidentielle de 2020, avait un chemin tracé vers la magistrature suprême. Le destin a changé cette belle trajectoire que retracent les multiples cérémonies d'hommage. Également dans l'actualité en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a promulgué le 6 juillet la loi controversée sur la réforme de la CENI, et ce à 2 ans de la tenue de la prochaine élection présidentielle de 2023 à laquelle il a déjà annoncé vouloir se présenter. Toutefois, les divergences persistent sur l'architecture de la commission électorale nationale indépendante qui doit être composée de 15 membres. La société
société civile ne dirigera pas seule la structure, comme souhaité, et restera minoritaire avec un quota qui passe de 3 à 5 membres. La CENI est donc bien loin d'être dépolitisée, comme le souhaitaient les Nations Unies, puisque les 10 autres sièges restent réservés aux politiques. 6 sont de la majorité pro-Tshisekedi et 4 de l'opposition. Le Gabon s'est doté d'un nouveau code pénal plus répressif envers les menaces d'atteinte physique. Celles-ci peuvent désormais être punies d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 2 ans de prison, assortie d'une amende d'1 million de francs CFA. Le but, inciter les populations à prendre le temps de la réflexion avant de s'exprimer. Un sujet de Marie-Colette Babasagana. Le nouveau code pénal gabonais est particulièrement répressif à l'encontre des personnes qui se sont volontairement ou non rendues hors la loi. C'est notamment le cas de celles qui profèrent des menaces de mort par image, symbole ou encore tout autre moyen de pression. De l'avis de certains observateurs, ce renforcement des dispositions pénales devrait interpeller en premier chef les syndicalistes et autres individus qui ont pris pour habitude d'illustrer leur mécontentement avec des symboles funéraires sur lesquels sont affichées les photos de certaines personnalités. La vocation des dispositions pénales, c'est bien de pouvoir réprimer, sinon de pouvoir apporter une sorte de, de frein, n'est-ce pas, à tous ceux qui voudront, s'aventurer à professer des menaces et qui créeront, en fait, à l'endroit des personnes qui reçoivent ces menaces, une sorte d'insécurité. L'article 241 du nouveau code pénal dispose que l'auteur de la menace verbale de mort faite avec ordre ou sous caution est puni d'un emprisonnement allant de 2 ans au plus et d'une amende de 1 milliard de francs CFA au plus. Une peine qui, de l'avis de certains analystes, devrait inciter les populations gabonaises à plus de réflexion avant une quelconque prise de parole pouvant être perçue comme étant une menace d'atteinte physique. J'aimerais d'abord préciser que les modifications du code pénal suivent celles du code civil, parce qu'il y a eu ces 2 lois majeures qui ont été analysées par le Parlement et nous avons apporté un certain nombre de modifications visant à protéger les personnes vulnérables, notamment les femmes. C'est dans cette optique que le code pénal a aussi été révisé et a puni un certain nombre d'infractions, notamment celles commises par les conjoints, les concubins, toutes sortes, on va dire, toutes sortes d'atteintes à la vie, voilà, et à l'intégrité de la femme. Précisons que, même en cas de non-commission d'acte, l'auteur de menaces pourrait être poursuivi sur la base de ses propos proférés en public ou consignés dans un message via téléphone. Nul n'étant censé ignorer la loi, l'appel à la maîtrise de soi est d'emblée une voie de sagesse à emprunter pour avoir une meilleure maîtrise des états de colère. Le Soudan du Sud célébrera ce vendredi 9 juillet sa première décennie d'indépendance, mais 10 ans après, le bilan est en demi-teinte pour la plus jeune nation au monde. L'unité qui avait prévalu pour l'indépendance a rapidement laissé place aux luttes de pouvoir entre les camps de Salva Kiir et de Riek Machar, entre violences intercommunautaires, sécheresse et malnutrition. Le pays fait face à de multiples crises. Depuis 2013, la guerre civile a fait près de 400 000 morts et 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, contre 50% avant l'indépendance. Un an après la création du gouvernement d'union nationale, le spectre de la guerre civile est toujours présent. Les élections prévues en 2022, qui devaient marquer la fin de la période de transition, ont été reportées à 2023. Écoutons quelques réactions à ce sujet. Un peuple qui a passé 21 ans à se battre pour devenir libre et pour construire un pays et une nation s'est replié aujourd'hui sur ses communautés ethniques.
Nous devrions consciemment et délibérément concevoir la Constitution pour nous aider à gérer notre diversité comme un aspect très crucial pour consolider la stabilité et la paix dans notre pays. La grandeur d'un État n'est pas déterminée principalement par son territoire, la taille de sa population ou ses ressources naturelles, mais par le sacrifice, le travail acharné, la sagesse et la patience de son peuple. C'est aussi le cas ici au Soudan du Sud. Le parcours de la jeune nation depuis l'indépendance a été témoin de triomphes et de difficultés, ainsi que de progrès et de revers. Et si la réouverture de la frontière entre la Guinée et le Sénégal était imminente, l'Assemblée nationale guinéenne vient de ratifier l'accord de coopération militaire signé le 19 juin avec le Sénégal, soit près de 10 mois après la fermeture de la frontière décidée en septembre 2020 officiellement pour des raisons sécuritaires. Les explications de Aïssatou Bari. Après 9 mois de fermeture de la frontière terrestre entre la Guinée et le Sénégal, l'on pourrait bientôt assister à son ouverture. En séance plénière, dimanche 4 juillet 2021, le Parlement guinéen a adopté à la grande majorité des 92 députés présents l'accord de coopération militaire et technique entre la Guinée et le Sénégal, signé en marge du 59e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu dans la capitale ghanéenne le 19 juin. C'est la suite logique du processus. Le Parlement guinéen a ratifié l'accord. Nous attendons maintenant que les Sénégalais fassent de même. Nous espérons qu'ils le soumettront et le ratifieront rapidement afin que nous puissions poursuivre le processus de normalisation. Une commission guinéo-sénégalaise va être mise en place pour se pencher sur les modalités de mise en œuvre de l'accord. L'accord de coopération entre la Guinée et le Sénégal tournera autour de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, renseignement, formation du personnel de renseignement et les patrouilles mixtes le long des frontières, entre autres. L'impact est surtout sur la population guinéenne dans son ensemble, parce que la population guinéenne est en train de souffrir. Il ne faut pas oublier près de 80 à 85% des opérateurs économiques qui exercent entre la Guinée-Bissau et la Guinée, entre le Sénégal et la Guinée, la Sierra Leone et la Guinée. Ce sont des opérateurs économiques guinéens. Les commerçants ont perdu de l'argent. Tout est perturbé. Et quand vous ouvrez, par exemple, le côté du Sénégal ou le côté de la Guinée-Bissau et vous laissez un pays, vous perturbez toutes les activités parce que le commerce, c'est une chaîne. Et la libre circulation du bien et des personnes à l'espace de la CEDEAO doit être respectée par tous les chefs d'État de la CEDEAO. C'est pourquoi nous, Goa, nous avons demandé au président de la CEDEAO, M. Nana Akufo-Addo, de faire bouger les lignes. 3 semaines avant le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, le président guinéen Alpha Condé avait décidé de fermer la frontière avec le Sénégal ainsi qu'avec la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Si la frontière avec la Sierra Leone a été rouverte au mois de février, celle avec la Guinée-Bissau est toujours fermée. Les discussions entre le président guinéen et son homologue Umaru Sissoko Embalo semblent au point mort. Il est le président par intérim de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Seydou Bombo Njoya est pour l'heure à la gestion des compétitions de ballon rond au Cameroun. Il est par ailleurs 4e vice-président de la Confédération africaine de football depuis mars 2021. Son portrait à découvrir avec José Douglas. Fils de l'actuel sultan, roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombo Dioya, ancien président de la Fédération camerounaise de football et ministre des Sports. Il a initié très tôt son fils aîné aux valeurs nobles du sport. Son fils, le prince Seydou Bombo Dioya, né le 9 août 1961, l'année où son père a pris ses fonctions de 2e président de l'histoire de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Seydou Bombo Dioya a toujours baigné dans le sport. À l'âge de 23 ans, il célèbre avec son père la première victoire du Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations. Et tous deux ont vécu aussi le parcours historique des Lions indomptables à la Coupe du Monde en Italie en 1990. Vous savez, le sport n'est pas uniquement physique. Il est également une philosophie de vie, un état d'esprit, une attitude, un style vestimentaire, un concentré de valeurs. Tous ces éléments mis l'un après l'autre, on peut dire que Seydou Njoya est un sportif comme les autres. Seydou Bombo Dioya fut président de plusieurs associations du département de Noun,
membre du comité exécutif et président de la commission des compétitions internationales à la FECAFOOT, responsable du protocole présidentiel et membre de la commission de discipline à la CAF. Seydou Bambo Dioya a passé également une partie de sa vie avec la petite balle blanche, celle du golf. Il a mené sa vie comme un marathonien. Tout le monde dans le landerneau sportif camerounais savait qu'il allait un jour finir à la tête de la Fédération camerounaise de football. Mais on ne savait pas quand. Il a pris son temps, il est arrivé selon son agenda. Seydou Bambo Dioya qui fait face actuellement aux attaques de certains protagonistes du football camerounais avec l'intervention du TAS, le tribunal arbitral du sport, 4e vice-président de la CAF et président de la commission du championnat d'Afrique et des nations. Il sait dribbler ses adversaires. Pour moi, il a tout d'un footballeur pro. Il n'a juste pas fait la carrière. Par contre, il a une excellente touche de balle. Je l'ai souvent vu lors des coups d'envoi de certains matchs. On déduit vite qu'il a caressé le cuir quand il était plus jeune. Enfin, nous apprenons, et là c'est une information en provenance de la RDC, que Florent Ibengué n'entraîne plus l'AS Vita Club qu'il dirigeait depuis 2012. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.